bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette formule innovante. Donc, je me présente, je suis Sébastien Marchal, donc je suis le directeur adjoint de la maîtrise d'ouvrage chez Podelia. Je suis là pour présenter cette première plénière de notre archi-défi. La plénière sera sur le thème de bien vivre dans son logement en 2050, qui est animé par Monsieur Laurent Rosset, à mes côtés, qui est directeur général adjoint associé de la société AIA, et qui est également administrateur de Novabuld. Et vous avez été également le président. Président de Sandy. Pendant quelques années. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Le déroulement de la plénière, ça va être 30 minutes environ de présentation, et puis on laissera environ 15 minutes de questions-réponses, et ensuite viendra le moment festif avec le déjeuner à côté. Voilà, et bonne plénière, Monsieur Rosset, je vous laisse la parole. Merci. Et puis à tout à l'heure. Merci à vous tous, je vais essayer d'être dynamique parce que vous avez déjà bien réfléchi ce matin, on est à une heure fatidique, là, midi. Donc voilà, on a posé la question avec Juliette, qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme thème. Donc je l'ai résumé en une phrase, ou deux même. C'est comment finalement résoudre la sempiternelle question du logement, et avec une crise d'ailleurs du logement qui s'accentue, en étant aussi conscient de l'impact du logement et en se projetant assez loin, en disant et comment si on crée du logement, on peut être aussi en même temps adapté à ce qui nous attend en termes de dérèglement. Donc c'est un peu un oxymore cette affaire-là. Comment fournir du logement aux gens et pas continuer à endommager la planète. Alors déjà j'ai regardé les engagements de Podelia par rapport au sujet qui vous intéresse vous aujourd'hui, de réhabiliter des anciennes cités d'urgence, et finalement quand on regarde leurs quatre engagements, c'est les mêmes, les quatre sont les mêmes, ils sont similaires. Hein. Donc sur l'engagement sur leur patrimoine existant, qui est de dire on le décarbone, on le renature et on le rend moins vulnérable. Finalement on est sur l'atténuation des impacts et l'adaptation au dérèglement. Sur leur construction neuve, c'est la même chose, hein, ils le disent, atténuer et adapter. Sur les usages, finalement, inciter les locataires, les occupants à avoir des comportements, des modes de vie durables et résilients, c'est la même chose. Hein, on est sur adaptation, atténuation. Et ils disent, nous, on fait pareil dans notre quotidien d'entreprise. Donc finalement, il y a deux termes là-dedans, c'est atténuation des impacts, adaptation au dérèglement. Alors j'aime bien regarder ce que dit la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de temps en temps de regarder un peu ce que raconte la Cour des comptes. Et finalement, quand on regarde le sujet qui vous intéresse, c'est très raccord. Vous savez qu'il y a un engagement politique aujourd'hui sur ce qu'on appelle le logement d'abord. Et la Cour des comptes a regardé un petit peu, parce que c'est quand même avant même de parler du logement en général, la question sociale du logement, moi, quand je regarde cette question, il y a la chose qui nous taraude tous, c'est le mal logement, enfin les gens privés de logement. C'est 300 000 personnes aujourd'hui en France. Donc c'est le premier sujet qui nous vient quand on questionne ça. Et la Cour des comptes a fait quelques recommandations. Vous savez, elle écrit au Premier ministre et il a 2 mois pour répondre. S'il ne répond pas, c'est pas grave, mais c'est envoyé au Sénat et à l'Assemblée. Donc c'est quand même assez important. Donc Moscovici dit il faut mieux connaître les publics auxquels on s'adresse. Hein. Donc je pense que c'est assez raccord à ce que vous faites pendant ces 2-3 jours. C'est pas qu'une question finalement de logement en lui-même, c'est une question aussi d'accompagner les publics fragiles et prendre en compte l'ensemble des dimensions de l'insertion. Augmenter aussi l'offre de logements très sociaux. Je pense que vous y êtes totalement. Ouvrir davantage le parc HLM à l'accueil très social. Je ne pense pas que Podelia dira le contraire. Renforcer les règles de sortie du parc social en accompagnant ceux qui sont un peu déjà en situation plus favorable pour laisser la place au très social. Et ça, c'est un vrai sujet. Hein. Reconnaître davantage les ménages sans domicile comme prioritaires.
dans le trait social notamment. Et enfin, engager une programmation pluriannuelle en vue de transformer progressivement les places d'hébergement d'insertion en logements sociaux. Exactement ce que vous faites, je pense, avec la cité d'urgence. Réserver les dispositifs de mise à l'abri seulement aux situations d'urgence, ce qui n'a pas été le cas, puisque là, on a quand même des logements très précaires qui ont perduré. Bref, ce que dit la Cour des comptes, c'est exactement ce que vous faites pendant ces 2 jours. Donc c'est assez rassurant. Donc le logement, on a tous conscience, c'est un peu, moi je dis c'est le socle des équilibres de nos vies, c'est un peu de là que partent toutes nos actions, et c'est aussi très impactant sur nos modes de vie en fait. La position du logement dans la géographie du pays, c'est aussi, ça entraîne tout le reste. Équilibre psychique, psychologique et aussi mode de vie. Et là, quand on regarde le rapport Abbé Pierre, vous le savez, les chiffres sont un peu affolants. On a en personnes sans domicile fixe aujourd'hui plutôt 300 000 personnes. Ce qui est dur à entendre, c'est que ça fait en 10 ans, ça a doublé. Donc on est quand même dans une situation d'accélération de la pauvreté qui fait qu'il y a plus de gens qui sont dehors. Mais on peut aussi ajouter des gens qui sont dans des situations de confort très précaires, dans des logements, je pense que l'exemple que vous traitez en est un peu un manifeste, dans des conditions, je dirais, de salubrité ou de qualité du bâti qui sont très, très mauvaises. Donc on a à peu près 3,8 millions de personnes quand même affectées par le mal logement. Ça, c'est quand même assez affolant. Et je le disais, ça a doublé en 10 ans. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un phénomène il y a une crise, en fait, une inflation qui va aggraver la situation. C'est la situation actuelle. Les sondages récents sont assez clairs là-dessus. 13% des Français ont du mal à payer leur logement, 29% ont des craintes. Et ce qui est un petit peu dur aussi, c'est que c'est plutôt les ménages pauvres qui souffrent le plus. Là, vous avez un graphique de cette année de la Fondation qui montre que l'effort sur le pourcentage de revenus du haut logement, en fait, il est à peu près stable pour les ménages un peu plus aisés, mais il monte et il est plus du tiers aujourd'hui du budget pour les gens les plus pauvres. Donc c'est une complexification supérieure. Et donc, je dirais même les plus pauvres, c'est 55% de leur budget parfois le logement. Voilà. Et je vais rajouter une couche, désolé de plomber l'ambiance, mais finalement la crise climatique va intensifier aussi une population de gens qui sont dans des logements non pas précaires, mais qui sont quand même des logements où il y a des problématiques soit de recouvrement, soit des problématiques de qualité. Là, vous avez la liste de tout ce qui peut pas correspondre à ce qu'on attend d'un logement, entre des façades dégradées, des infiltrations, etc. Et là, je pose ce qu'on sait tous, la crise climatique va aggraver ces vulnérabilités-là aussi, sur un parc qui n'est pas très social, mais qui est endommagé ou occupé par des gens qui ont du mal à régler leur loyer et leurs charges. Donc, passer cette introduction sur la précarité, le mal logement, je fais un focus maintenant sur le carrefour des enjeux globaux liés au logement. Alors là, il ne faut pas être naïf. Depuis toujours, le logement a été une variable d'ajustement économique. C'est-à-dire que dans le passé, et depuis plus d'un siècle, on a utilisé le logement aussi parce que c'est 21% du PIB, parce que c'est 1,2 million d'emplois non délocalisables. On a utilisé le logement pour relancer la machine économique, sans avoir une vision vraiment globale de la situation du mal logement que j'évoquais avant. Sinon, on l'aurait réglé. Parce que ça fait 50 ans que ça dure, cette affaire, peut-être même plus, un siècle. La déclaration de l'abbé Pierre, c'est ancien. Donc, là, je vous fais un petit quiz. Qui a dit ça ? A, B ou C ? Qui vote pour A ? Bon, allez, je donne le résultat. En fait, c'est A. C'est un député Nadeau. Il a dit ça en 1850, vous voyez, au moment où on commençait à émettre du CO2 dans l'atmosphère.
On a l'impression que c'est une date, on dit ça depuis peu de temps, mais en fait on dit ça depuis toujours. C'est la variable d'ajustement permanente, le logement, la construction. Donc je ne voudrais pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt des vrais problèmes. Relancer le logement massivement comme on entend aujourd'hui, sans avoir une vision globale des choses, ne me paraît pas être la solution. C'est ça que je vais essayer de vous mettre en avant. Deuxième enjeu des enjeux globaux. Donc là, c'est d'ordre social, plus large que le mal logement. Au sens qu'il y a un gros problème qui nous arrive, c'est que la machine de rotation sur les logements, notamment sociaux, est bloquée. Ça, c'est le vrai sujet. Voilà la preuve en chiffres. En fait, dans le parc locatif privé, il y a plus de rotation. Hein. Vous voyez, on a 30% pratiquement 30%, et c'est assez stable, des logements qui, tous les ans, tournent. Dans le parc locatif privé, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit autour de nous. Par contre, dans le parc HLM, il y a un vrai problème, c'est que la précarité, l'inflation, la crainte du lendemain et la difficulté à accéder à la primo-accession fait que la machine est en train de s'enrayer. C'est assez récent, mais un point, alors c'est vrai en France entière, en Ile-de-France c'est pire, hein, on le sait tous, et plus vous êtes dans une zone tendue, moins il y a de rotation. Donc c'est pas plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère, c'est moins il y a de gruyère, moins il y a de gruyère, quoi. C'est-à-dire que plus c'est dur à se loger, moins les gens vont bouger, donc plus ça sera encore plus dur. Et là, les chiffres ont la dent dure. Si vous avez, sur un parc de logements HLM de 5,3 millions d'unités, c'est la France aujourd'hui, hein, si vous enlevez un point de rotation en moins, vous enlevez 58 000 logements qui vont pas être remis sur le marché pour les primo-accédants au logement social. Et à commencer par ceux qui en ont vraiment besoin, les plus jeunes, les moins riches aussi. Hein. Et si vous comparez ça à ce qu'on sait mettre en service en 2020, c'est 66 000 logements. Donc un point de rotation en moins, c'est l'équivalent à peu près de ce qu'on sait construire en HLM en un an. Vous voyez ? Donc si ça continue de baisser, c'est dramatique. Et surtout, ça fait que la liste des gens qui sont en attente de logement social, elle augmente beaucoup. Voilà. Ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort. Et ça va introduire le troisième enjeu que je vais vous présenter. Alors, je vous refais un petit quiz. Qui a dit ça ? La destruction de la... Enfin, qui a dit ça ? Je l'ai marqué, mais... La destruction de la biodiversité est plus rapidement dangereuse que ne sont les changements climatiques. Donc, c'est la secrétaire générale de l'ONU, la COP de Cancun, de Sharm el-Sheikh ou de Montréal. Elle a dit 1. Bah oui, elle l'a dit il y a très longtemps. Hein. Et j'insiste aussi là-dessus parce que il n'y a pas qu'une question de quantité de logements, on en a parlé, il y a une question aussi d'impact sur la biodiversité dans le logement. C'est fondamental de bien comprendre que, au-delà même de ce que vous avez dans vos cahiers des charges, bien sûr, de diminution des consommations carbone à la construction en usage, j'ai envie de mettre en tête de gondole, c'est pas Sylvain Grisot qui dira le contraire, le maintien de la biodiversité le plus possible. Et en France, cet impact-là, donc au-delà de la nature des logements, c'est-à-dire comment sont-ils construits et à partir de quoi sont-ils construits, cet enjeu de la localisation, en France, c'est le premier fléau de destruction de la biodiversité. Hein. Il y a des pays où c'est la déforestation parce que l'agriculture se développe encore. Nous, elle est arrivée à un stade où elle se développe moins, ou plus. Et en fait, ce qui fusille la biodiversité en France, c'est l'étalement urbain, point barre. C'est le premier fléau. Donc si on veut, et c'était mon introduction de tout à l'heure, fournir du logement aux gens qui en ont besoin, tout en étant à l'avant-garde de la transition écologique, il ne faut pas se précipiter sur la construction sans réfléchir aux chiffres et ce qu'on fait, hein, et c'est global. Si on a une rotation dans le parc, c'est des fois plus favorable même plus efficace que de construire beaucoup. Et aussi, il faut regarder cette affaire de l'étalement. Ça, c'est les deux enjeux phares que je mets en exergue. D'ailleurs, il y a eu
des études sur les quartiers à énergie carbone qui ont bien démontré que finalement, bien sûr, il y a la nature de ce qu'on construit, mais c'est le positionnement aussi dans la géographie qui amène l'impact au carbone, si je fais focus carbone. Alors, il y a 50%, et ça concerne ce que vous faites. Donc, le fait de restaurer dans la ville, c'est très intéressant parce qu'on est à proximité de tous les biens et services. Donc, là, ce que vous propose Podélia, c'est parfaitement dans la cible. Et ça, c'est directement influençable par l'aménageur. Alors, il y a des choses un peu moins influençables qui sont liées au comportement humain, mais quoique, il a été démontré que si vous mettez des jardins ouvriers pour les gens, même si ça ne va pas influencer directement leur mode de consommation de nourriture, ça les sensibilise aussi à la proximité de la nourriture, etc. Et c'est pour ça qu'il y a, vous voyez, il y a une petite incartade là, on peut même aller influencer dans les modes de vie, dans l'aménagement. Alors, voilà, le dilemme, c'est ça, quoi. Le dilemme, c'est, j'appelle ça construire ou oxyre, c'est-à-dire, est-ce qu'on construit plus, comme, surtout du neuf, c'est un peu ce qu'on entend, et du coup, on oxyre, enfin, on fusille la nature. Alors, il y a sûrement une voie à trouver, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc déjà, pour éviter d'oxyre en construisant, première condition que je pose, c'est d'ajuster la construction de logements aux besoins réels. Et là, la Cour des comptes aussi a fait remarquer à la fin de l'été que les chiffres dont on dispose et qui nous annoncent qu'il faut 500 000 logements à construire sont construits à la fois sur des bases plus ou moins privées, plus ou moins claires. Et quand le CEREMA regarde ça en détail, il dit « bah non, moi je pense que c'est plutôt 350 à 370 ». C'est important la différence. Donc, et puis il faut le regarder zone par zone, et c'est pas il faut mettre 500 000 logements en plus en France, point. Il y a des zones où c'est peut-être urgent de ne pas faire, et puis des zones où c'est urgent de le faire. Je vais en parler. Deuxième règle, optimiser les usages des unités bâties. On a 4 milliards de mètres carrés en France, alors 3 en logement et 1 en tertiaire. En fait, personne, j'ai cherché, hein, je peux vous dire, j'ai cherché, personne ne sait vraiment décrire ces 4 milliards de mètres carrés. On ne sait pas, leur nature exacte, on ne sait pas leur usage exact, on ne sait pas leur capacité exacte, on ne sait pas leur occupation exacte. Vous voyez ? Donc s'il y a bien une chose qu'il faut faire si on veut éviter d'oxyre en construisant, c'est d'abord de faire un diagnostic de ce qu'on a. C'est la première chose qu'on fait. Et ça, ce n'est pas très bien fait. Et notamment, on va dire, les potentiels de rehausse, les potentiels de transformation, les potentiels de réhabilitation, etc. Ces chiffres-là, ce n'est pas disponible. Et zone par zone, c'est encore moins disponible. D'accord ? Donc, c'est hyper important de bien connaître le patrimoine. Bon, bien sûr, la sobriété en sol. Réhabiliter d'abord avant de construire, et construire doit être peut-être demain l'exception, hein, je me place en 2050. Et enfin, et ça va être un peu la conclusion de mon propos, planifier stratégiquement les lieux, soit à renaturer, soit à densifier. Et là, vous allez voir, je vais tenir un propos qui n'est pas complètement classique. J'ai proposé ça au CNR Logement auquel je participe. Ça a un peu surpris au départ, mais finalement, j'ai l'impression que ça peut être tenu. Sachant que la tendance actuelle, c'est absolument pas ça. Hein. Si vous prenez en 2021, on a construit 470 000 logements. Il y en a 45%, c'est des maisons individuelles loin des centres. Donc en fait, je vous raconte un truc qu'on ne fait pas du tout. Hein. Absolument pas. Et la vraie question, c'est comment, je pense qu'elle vous concerne complètement, on redonne envie aux gens d'habiter dans des centres-villes sympas. Alors il y a plein de choses à faire pour ça, je vais y revenir. Plutôt que d'habiter en fond de parcelle en mitoyenneté dans un bourg où on a le premier service à 30 bornes. Et pourtant, les gens aujourd'hui font plutôt le 2. Donc il y a une vraie question d'architecture et d'urbanisme, de qualité paysagère, etc., dans la ville, fondamentale. J'enfonce un peu le clou là-dessus. Les logements vacants en France, voilà ce que j'ai pu trouver comme pourcentage, c'est quand même 8,2% du parc hein, en 2019, avec les zones plus ou moins intenses où finalement il y a des choses construites qu'on n'utilise pas. Et ça va me permettre d'argumenter sur la proposition que je vais vous faire. J'ai retrouvé un chiffre en 2013, je n'ai pas trouvé plus récent. Si on cumule
Ah oui, j'en parle, les résidences secondaires. Hein, en 2013, c'est quand même 3,2 millions. Ça sert juste 15 jours par an. Si on cumule aux 2,6 millions de 2013, ça fait quand même 5,8 millions d'unités bâties, 16% du parc, enfin 17, où il ne se passe rien. Donc ça fait quand même du monde, possiblement, à loger si on donne envie aux gens de mettre ça en service pour les autres, quoi. Donc là, il y a toute une structuration de politique dans ce sens. Mais la vacance ou le taux d'occupation faible des unités bâties est quand même un vrai sujet qu'il faut savoir aborder aujourd'hui si on veut parler d'avenir. Alors je vous disais, de combien de logements a-t-on vraiment besoin? Donc le CEREMA dit c'est plutôt 370 000, hein, donc je n'ai pas de moyen de le vérifier, à part que le fait que la Cour des comptes l'a confirmé en disant a priori c'est ça. Bon. Je vous fais juste une petite démonstration. En fait, dans le taux de rotation dont je vous parlais tout à l'heure, 2,2 millions d'unités par an, qui se remettent en service parce que les gens prennent un logement plus grand, où il y a de la décohabitation, etc. Si vous le comparez aux 370 000, en fait, vous avez statistiquement 6 fois plus de chances de trouver un logement quand vous en cherchez un, grâce au fait que les gens qui vous précèdent ont bougé et sont partis dans un autre logement. Et c'est ça qu'il faut favoriser, les parcours résidentiels, c'est le fondamental de tout. 6 fois plus de chances que de trouver un logement neuf. De toute façon, en moyenne, en France, on a toujours construit à peu près, il y a eu des pics à 500 000 une fois, mais on a toujours construit à peu près 350 000, comme par hasard. Donc voilà, donc il faut quand même avoir ça en tête. C'est plus important de faciliter la rotation, les parcours résidentiels, typiquement le projet que vous avez à traiter, je pense qu'on parle de ça, que de foncer tête baissée sur « il faut construire, il faut construire ». Je ne vais pas me faire des amis à la FFB, mais ça va, il n'y a que des archis là. Cela dit, il faut quand même construire. Hein. 370 000, il faut quand même se les taper. Hein. Et puis il n'y a plus d'endroit pour le faire. Donc la vraie question, c'est où va-t-on faire les nouveaux? Donc le moyen de conserver ça, à voie de l'augmenter, c'est de faciliter les parcours vers la primo-accession. Et là, à nouveau, point d'alerte, la primo-accession est en train de se gripper à cause de l'inflation. Alors l'inflation en général, hein, donc on voit bien que là, les primo-accédants, ça chute. Alors je n'ai pas le chiffre après, mais je pense que ce n'est pas en train de s'améliorer. Et il suffit de regarder pourquoi. La vraie raison, parce qu'on ne va pas se raconter de miracle, on peut tous dire, oui, on va baisser le prix de la construction en elle-même. D'accord. Le prix des matériaux, on va le baisser? Non, les matériaux, c'est les matériaux. Il y a une finitude de matériaux. Est-ce qu'on pense que les matériaux, dans le temps qui vient devant nous, vont baisser? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y en aura de moins en moins, ils vont plutôt monter. Est-ce qu'il faut baisser la rémunération des entreprises du bâtiment? Il n'y a plus un jeune qui veut bosser dans le bâtiment. Alors, c'est parce que c'est dur, mais si en plus on leur dit on va vous payer au lance-pierre, on ne fera pas venir les gens pour construire. Est-ce qu'on va baisser les rémunérations des architectes? C'est fondamental. Hein, voilà. Voilà la solution. Est-ce qu'on va le faire? Non, parce que c'est tellement important la qualité urbaine, c'est tellement important pour redonner envie aux gens de venir en ville plutôt que de se barrer. Parce qu'un jour, ils vont comprendre à leurs dépens que ce n'était pas bon de se barrer. Ils commencent à le comprendre d'ailleurs. Donc voilà. La seule chose qu'on peut vraiment, je pense, essayer de maîtriser, c'est le prix du foncier. Le prix du foncier, c'est du délire en fait. Ça a multiplié par 3 en 15 ans dans certaines zones, et c'est hyper spéculatif finalement. Le foncier, il est là, et il peut valoir 5 comme il peut valoir 500. Donc dans la péréquation de l'accession, notamment dans les zones tendues, c'est pire, mais même dans d'autres zones, si on ne regarde pas cette question du foncier, en fait, on n'arrivera jamais à baisser le prix du logement, la primo-accession, la rotation, etc. et tout ce qui s'ensuit. C'est ma démonstration. Et là, je pose une autre question. Combien de temps il me reste, Juliette? 10 minutes. Allez, je vais faire vite. De quel logement avons-nous vraiment besoin? Parce qu'on pourrait faire la question chocolat à Novabile, c'est qui habite dans un logement HLM? Bon, dans la pièce, il y en a peu, je pense. Qui habite en logement collectif? Tiens, levons la main. Qui habite dans un logement collectif? 6, 7. Qui habite dans une maison individuelle? Le reste. Ok, 25. Bon. Oui, elle est où? Non, mais je veux dire par là, c'est important de se dire, on construit des logements pour des gens, et ce n'est pas les logements dans lesquels on est nous. Alors, ça me questionne, moi, sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Et là, en fait, les gens, quand on regarde un peu, ce qu'ils commencent à dire, il y a l'effet post-Covid, ils commencent à dire, on a plutôt envie de partir des grandes villes. Je vous le mets là en plus gros. Ils disent ça, grosso modo. Hein. On veut une qualité de vie dans notre logement. Le logement est hyper important. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le centre des équilibres de nos vies.
Le logement est redevenu une valeur, enfin il a toujours été, mais encore plus post-Covid qui a fait un scan vraiment là-dessus. 2, les gens veulent un habitat sain avec des matériaux sains, une prise en compte environnementale dans leur habitat. Ok. Ils veulent avoir un accès à un espace extérieur. Ça, on le savait. Par contre, les 3 trucs qui viennent derrière, ça s'intensifie. Et je pense que ça s'intensifiera de plus en plus avec le dérèglement. Ils veulent vivre dans des villes plutôt plus petites, plus loin des centres de métropole, dans des cadres plus verts, plus calmes, et bien vivre ensemble avec qui a un climat social sympa. Voilà. Ça questionne quand même. C'est-à-dire, moi, ça me questionne. Est-ce qu'il faut continuer de dire on intensifie les zones très denses? On entend ça, hein? Ou on la joue autrement? Et moi, je vous propose de la jouer autrement. Je ne sais pas si c'est raison, mais moi, je le dis, comme ça, on verra. C'est filmé. Si un jour, c'était pas bête, enfin, je fais que reprendre des idées que je concatène, hein, je vous rassure. J'invente rien. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est ça. Il y a eu, au départ, l'attirance vers les grandes métropoles. Ça devient tellement cher. De plus en plus, on va vers les métropoles de second rang, on va dire, ou 1 bis. Hein. On a été vers Nantes, Bordeaux. Et puis, ça devient aussi trop cher, ça s'engorge. Boum, on va vers Angers. Hein, on commence à habiter Angers. Et puis, ça va s'engorger. Et on va où après? Peut-être Châteaubriand, Laval, voilà. Et de toute façon, les gens, ce qu'ils veulent, c'est plus de calme, plus de vert, plus de nature. Et plus ça sera dur le climat, plus ils voudront ça. Parce que plus ils vont comprendre. À leur dépend, malheureusement. Que dans une ville trop dense, pas assez nature, on va crever de chaud, en fait. Et pas que ça, d'ailleurs. Et donc là, il y a aussi des cartes intéressantes à regarder. Ça, c'est en bleu, vous avez les zones où c'est facile de trouver un logement. Hein, donc c'est la fameuse diagonale du vide. Mais pas tant que ça, en fait. C'est plus subtil que la diagonale du vide. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse ça? C'est un peu ce que je vous décris. Hein, c'est l'engorgement, puis à la fin, ça se reporte. Et là où c'est bleu, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de services, pas beaucoup d'équipements et pas beaucoup de boulot, des fois. C'est ça qui fait que ça ne marche pas bien. Je vous parlais du prix du foncier. Hein, ça, c'est la carte de valeur du foncier. Alors, en clair, vous avez 40 € du mètre carré, et puis en rouge, 1 000 €. Quoi. Hein, donc, on voit que c'est quand même c'est une des clés, et notamment la part du foncier qui est aujourd'hui la moitié des augmentations du coût du logement entre 2014 et 2020. Donc, cette question foncière est fondamentale. Et j'ai presque fini. Et je mets une petite image pour se détendre. Voilà. Hein, je mets moins d'une journée ou plus du centre-ville. Bon, c'est la question qui se pose. Et là, je vous propose un exercice simple, c'est de dire, et si ce qu'a fait l'ADEME, hein, qui sont ces 4 scénarios de projection à 2050, qui sont hyper intéressants, parce qu'on se projette dans comment faudrait-il faire évoluer nos modes de vie pour être résilient et décarboné en 2050, d'accord? Il y a un seul petit hic pour moi là-dedans, c'est que c'est dans une ville hypothétique, on ne sait pas où elle est, en fait c'est le monde de oui-oui, quoi. C'est une ville possible. Elle est où cette ville? Ce que je vous propose, moi, c'est de marier ça avec une vraie géographie. Alors je m'amuse à dire, c'est un peu la théorie d'Einstein, vous savez, de contraindre l'espace et le temps. Hein, ça a démontré que finalement la théorie de Newton, la gravité, elle était plus valable, notamment sur le jeu entre les planètes, parce qu'on a pris à la fois l'espace et le temps. Et donc, ce que je vous propose, c'est le petit exercice pour finir, c'est ça, c'est regarder comment on peut activer des villes, les rendre atténuantes d'un point de vue impact et adaptées aux chocs qui nous arrivent, en mariant à la fois l'espace et le temps. C'est-à-dire en regardant vraiment le vrai territoire français, avec une maille très, très serrée, et se dire où est-ce qu'il faut la jouer demain, mais en se plaçant en 2050, comme fait l'ADEME, pas maintenant. Maintenant, on ne se rendrait pas compte. Alors, l'espace, c'est quoi? L'espace, c'est la géographie. Si on veut se dire où est-ce qu'il faut renaturer, où est-ce qu'il faut densifier, et arrêter en fait une course concurrentielle entre territoires qui est un non-sens. Parce que c'est un Derringer à 2 coups. Pas de bol. C'est-à-dire, dans un premier temps, ceux qui gagnent, qui arrivent à densifier, ils pensent avoir gagné la course. Mais quand le climat, on est en 2050 et que c'est devenu intenable, en fait, ils ont perdu. Ceux qui gagnent vont perdre au jeu de la course territoriale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
on regarde le territoire et on se dit, maintenant, si je me pose comme objectif de rendre attractifs les zones que je questionne, et certaines ne le sont pas, les rendre à faible impact et hyper adaptées au dérèglement, où est-ce que ça se passe? Il y a des endroits dans le territoire où on a des forces pour résister à ça, et d'autres où on a des faiblesses naturelles, c'est géographique, d'accord? Et on y marie le temps, on fait passer le temps. À 2050, on se dit, ok, l'attractivité de l'habitat à 50 ans, l'atténuation des impacts à 50 ans, l'adaptation des transitions et des chocs à 50 ans. C'est une sorte de SWOT, mais adapté au territoire. Et là, on va trouver qu'il y a des opportunités, des atouts sur le temps long quand on a des forces intrinsèques, ou des risques et des menaces sur le temps long. Je vous donne 2 exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et c'est des choses qu'on aura de plus en plus en tête, parce qu'on va les regarder. Hein, on a tous envie d'aller dans des villes où on a envie d'élever nos gosses. Hein, on n'a pas envie d'élever nos gosses dans des endroits où c'est pas sympa de les élever. On est tous d'accord avec ça. D'accord? Donc si on regarde par exemple, je vais prendre 2 exemples tout bêtes. La résilience alimentaire. Il y a des gens qui commencent à regarder ça. Alors placez-vous en 2050 hein, pour rentrer dans mon raisonnement. Ben, il y a des territoires super résilients et des territoires qui ne sont absolument pas résilients. Donc il y a des territoires où ça sera facile, d'autres où ça sera plus dur. Voilà, on peut se faire flipper avec ça, mais c'est important de... Alors c'est un des paramètres, il y en a. Hein, en fait, si on veut regarder ça de façon holistique, il y a peut-être 50 paramètres à regarder, hein, c'est un vrai boulot. Si on regarde la qualité de l'air sur le temps long aussi à 2050, on a déjà des cartes où on voit que par endroit, c'est plus ou moins intense. Bon, voilà, donc les gens, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que les gens vont s'intéresser à ça, parce que ça va les toucher dans leur vie, à eux. Donc, si on le fait pas, si l'État ne le fait pas, et là je parle de l'État, si on ne fait pas ce diagnostic spatio-temporel de où est-ce que c'est intéressant de faire, et où est-ce que c'est intéressant de ne pas faire, la densification, j'entends, eh bien en fait les gens le feront d'eux-mêmes et on aura des mouvements désordonnés. Ce que je vous propose, c'est de se dire, et si on passait, en fait, dans une stratégie où on se dit, voilà, on assume qu'il y a des villes attractives d'aujourd'hui qu'il faut arrêter de densifier. Alors ça, je sais que c'est à contre-courant, hein. Tout le monde dit qu'il faut densifier. Moi, je pense que par rapport à ce que veulent les gens, je l'ai dit tout à l'heure, et comment ça va se dérouler en 2050, il faut surtout arrêter de densifier à des endroits précis. Les villes où on suffoque déjà. Par contre, je suis persuadé qu'il y a des zones dans notre territoire qui géographiquement aujourd'hui sont plutôt en déshérence, mais pas parce que c'est pas sympa autour, hein. Pas parce que la nature n'est pas sympa autour, au contraire, il y a plein de nature autour. C'est juste qu'il n'y a plus de services, il n'y a plus de maisons médicales, il n'y a plus d'enseignement correct, il n'y a plus d'équipement, il n'y a plus grand-chose. D'accord? Et là, si on choisit bien ces secteurs-là, c'est à l'État de faire ça. C'est une stratégie d'aménagement écologique et temporel du territoire. On peut indiquer aux gens, à Châteaubriand ou à Laval, dans 1 an, il y a un théâtre, dans 1 an et demi, il y a un nouveau lycée, vous voyez, dans 3 ans, il y a un parc des sports. On y remet de la culture aussi, et on le fait sur le temps très long. Si l'État raconte ça pour 30 ans, ça va changer la donne. C'est qu'il y a des territoires où on ne va plus, et on a intérêt d'y aller, parce que ça va être encore respirable et jouable, parce que c'est avec la règle dont je vous parlais, hein. On atténue et on adapte, et il y a des zones où il ne faut plus construire. Alors, ce que vous faites là avec Podelia, c'est parfait, parce que vous êtes sur un terrain qui est déjà construit, qu'on va refaire mieux, hein. C'est pas du tout... là, je pense que vous êtes dans le vrai, sur le boulot que vous faites, mais voilà, c'est une stratégie, qu'on se comprenne. Je conclus. En fait, ce que je vous dis là, c'est que l'ANCT fait déjà ça. Hein. Vous savez, vous connaissez l'Action Cœur de Ville, les programmes Petites Villes de demain, elle fait déjà ça. Je rajoute juste ma sauce en disant, voilà, aujourd'hui, on est en train de travailler cette idée que l'attractivité résidentielle doit être améliorée avec des qualités de logement qui sont redensifiées dans ces zones-là, de commerce, etc. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Hein. Il faut vraiment dire, planifier dans le temps ce qu'on va rééquiper en équipement, en biens et en services dans ces zones-là. Expliquer pourquoi c'est résilient climatiquement aussi, plus que les villes très denses. Et expliquer aussi peut-être que le climat, on peut faire les choses en termes d'aménagement qui vont faire que le climat social il sera correct. Voilà. J'ai plus que 2 diapos. Alors, il y a une contrepartie à ça. Hein, c'est qu'il faut, c'était mon propos tout à l'heure, maîtriser le foncier.
J'entends par là qu'aujourd'hui, on a des stratégies, vous savez, avec les OFS, de portage du foncier par des organismes, plutôt d'État, hein, qui font que les gens sont propriétaires du logement et pas du foncier qu'il y a autour. Donc, mais quand ils revendent, ils font moins de plus-value. C'est un peu ce qu'explique la diapo là. Ce que je propose, c'est que si on a une vraie stratégie, vous l'avez comprise, spatiale et temporelle d'aménagement du territoire, où on détermine les polarités qu'il est intéressant d'aller densifier parce qu'elles sont en déperdition et celles qu'il faut surtout préserver. On peut aussi faire venir, je suis sûr, des investisseurs, j'en ai mis là, hein, j'ai aucune action chez eux, à mission, qui ne cherchent pas du placement rentabilité court terme, mais très long terme et très sûr. Et si on leur dit, vous savez, ici, le foncier, il vaut 5 € le mètre carré. Demain, il ne vaut pas 500, il vaut 50. Pour ces gens-là, c'est suffisant. C'est stable dans le temps, c'est sûr, c'est placé, et c'est les supports obligataires ou assurance vie, par exemple. Hein. Et il y a beaucoup, là, il y a beaucoup d'argent pour ça. Mais il faut donner cette lecture que j'appelle, moi, passer du SCOT au SCOP. Non pas la SCOP, mais le SCOP comme pays. Vous voyez, il y a une stratégie, à mon sens, globale d'aménagement du territoire, une planification écologique qui manque aujourd'hui, et ce n'est pas les régions seules qui vont le faire. Il faut avoir Si on pouvait, on le ferait à l'échelle planétaire, on ne peut pas. La première échelle qui est à notre portée, c'est la France, et espérons qu'elle essaime en Europe. C'est ça que je vous dis. Et j'ai fini. Et si on porte un récit clair aux entreprises, aux élus, aux citoyens sur ça, c'est attention, en 2050, il y a des endroits qu'il est urgent d'aller réinvestir en nature, d'autres réinvestir en logement. On fait ces choix-là parce qu'on a regardé ça de façon très précise. Hein. C'est beaucoup de prospective, de data, d'intelligence derrière tout ça. Hein. Ce n'est pas un travail qui sera tout de suite. On peut le démarrer tout de suite, mais on aura les résultats à court, moyen terme. Et après, ça va innerver les SRADET, les SCOT et les PLU, avec les EPCI qui prennent ça. Mais s'il n'y a pas cette lecture stratégique d'aménagement du territoire, on aura toujours cette course au foncier. Et vous savez que plus le foncier est cher, plus il le sera. Hein, les promoteurs, aujourd'hui, ils font la course au foncier. Donc, de toute façon, mathématiquement, ça monte. Il faut enlever ces tensions-là, baisser le prix du logement, réintroduire la rotation dans le parc et continuer à construire, vous l'avez compris. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai une remarque, hein. Il y avait la data qui a été arrêtée en 1979, donc ça date. Oui. Il y a François Bayrou. On oublie toujours François Bayrou. Bayrou. Commissaire au plan Commissaire au plan. national. Ouais, ouais. C'est un emploi fictif. Il y avait un aménagement du territoire, il y avait une réflexion des transports généraux globales sur tout le territoire, et ce n'était pas région par région. C'est ça. C'est ça. C'était une réflexion globale, et ça permettait d'avoir, oui. Exactement. Et là, pour moi, le paramètre nouveau, c'est qu'il y a le dérèglement climatique qui s'intensifie, qui fait que ça rebat les cartes. Le moment est venu pour moi de refaire cette planification globale et expliquer à certaines villes qu'on va arrêter de construire sur leur territoire en leur expliquant leur intérêt, en fait. Parce que si elles continuent de le faire, de toute façon, elles périclitent demain. Et toi, tu fais confiance en l'État pour ça. Et moi, je trouve ça estimable. C'est estimable, oui. J'ai encore... ou alors je me présente. Non, mais je pense que plus les problèmes vont devenir ténus et complexes, plus possiblement on va se dire, est-ce qu'on ne change pas de vision ou d'échelle? Et je sais que c'est à contre-courant. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut décentraliser. Moi, je pense que si on laisse tout le monde faire dans son coin ce qu'il pense être le mieux, je ne dis pas qu'il n'y aura pas que de la bonne volonté là-dedans, mais il n'y aura pas une vision globale. Il faut cette vision complète et de polarité entre elles aussi, et puis de liaison douce finalement entre ces polarités. Mais il faut qu'on vise une forme de... C'est une question, en fait j'appelle ça l'entropie géographique, quoi, si vous voulez. C'est quel est l'endroit, en fait la question c'est quel est l'endroit dans le territoire où, en me positionnant là, enfin c'est-à-dire l'habitat, le logement, là où part toute l'action de chacun, je dépense un minimum d'énergie pour un maximum de travail. Alors Jean Covici dirait musculaire, moi je dirais travail au sens
services, biens et services disponibles, vous voyez? Quel est l'endroit où, en dépensant un minimum d'énergie, j'obtiens, en termes de confort humain, un maximum de biens et services? Si vous faites cette analyse-là, en fait, il y a des endroits où il ne faut plus aller. Il y a des endroits qui ont une forme d'autarcie, une capacité à dépenser un minimum d'énergie pour fournir un maximum de services, parce qu'ils sont optimum là-dessus, et on ne les regarde pas encore. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les territoires qui sont plutôt en déperdition, ce que je raconte. Oui, bien sûr. L'emploi, ça fait partie de ce que j'appelle la planification écologique. Quand je disais, si l'État programme de façon claire sur une trentaine d'années, peut-être 50 ans, des programmes zone par zone de redensification de l'habitat et donc des modes de vie quelque part, il peut aussi inciter et promouvoir la création d'emplois spécifiques, on parle de réindustrialiser la France, à des endroits spécifiques pour drainer l'emploi avec. Mais ne serait-ce aussi, on sait tous qu'on est un pays de tertiaire aujourd'hui, de services. Si l'État, le premier, envisage de rééquiper ces territoires-là de services à la hauteur des attentes des gens, il y a aussi de l'emploi derrière, vous voyez? C'est un cercle vertueux. Alors, je ne dis pas qu'on va imposer aux industriels de s'implanter à un endroit donné, mais si leurs salariés sont logés dans des conditions accessibles pour eux, confortables, qualité de vie au logement, ils auront aussi une qualité de vie au travail, ils seront efficaces dans le travail, tout le monde y gagne. Je pense qu'on peut amener, je vous le dis bien, on peut emmener les entreprises à penser aussi comme ça, en se disant, et pourquoi je n'irais pas m'implanter là, où je sais qu'il y a un programme de logement qualitatif, c'est-à-dire logement que les gens ont envie d'habiter, selon leurs attentes, qui fait que finalement, les modes de vie sont réinterrogés et favorisés, donc l'emploi aussi. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que l'emploi se délocalise? C'est aussi que finalement, les territoires en eux-mêmes perdent de la valeur, et puis finalement, les gens s'en vont, il n'y a plus d'emploi. Et le contre-exemple, c'est justement à Paris, par exemple, la PHP aujourd'hui n'arrive pas à recruter d'infirmières ou d'infirmiers ou de soignants. Parce qu'en fait, la première raison qui est invoquée, c'est on ne peut pas se loger à Paris vu ce qu'on gagne. Vous voyez? On voit bien qu'à un moment donné, c'est lié cette affaire, le logement et l'emploi. Ah oui, tout à fait. Mais, je ne suis pas très calé, mais quand même, l'emploi précède le logement. Ah non? Jusqu'à aujourd'hui. Bah non. Bah non. Même dans le passé, on créait une usine, puis on mettait les logements ouvriers, vous voyez? Donc, ok, on faisait ça, mais ça peut être concomitant aussi. Ça peut être concomitant. Il y a quand même un renversement du mode de pensée du développement territorial qui consiste à dire je mets le logement avant de mettre l'emploi. Oui. C'est intéressant, j'espère. Moi, je le vois autrement, c'est-à-dire que si le logement est inaccessible, dans un endroit donné, mathématiquement, l'emploi ne se développe plus. Parce que vous n'avez plus possibilité de recruter des gens dans votre bassin d'emploi. Parce que les gens ne peuvent plus se loger. Ou alors, ils font 50 km. Si on se projette à 2050, avec la cherté des déplacements, etc., vraisemblablement, les gens vont réfléchir autrement. Donc, c'est certain que si le logement est inaccessible, à un moment, ça bloque l'emploi. Oui, ça s'entend. Il faut planifier. Sûrement, c'est ça qu'on n'ose pas dire encore. C'est planifier l'implantation d'emplois dans des zones stratégiques où on sait que le logement sera accessible aux gens, vous voyez, avec des fonciers maîtrisés, encadrés. Je vous propose qu'on prenne peut-être une dernière question, et puis après on pourra continuer les échanges autour du buffet. Je vais parler d'autre chose. Il y a quelque chose qui me fait beaucoup dans la déstructuration actuelle du tissu des villes et de l'aménagement du territoire, c'est le système des plateformes avec les estafettes blanches qui font 50 bornes pour aller livrer au moins de 48 heures 250 grammes d'un bif fabriqué en Chine. Ça veut dire qu'il y a ça bousille le tissu de proximité de la distribution et en conséquence du tissu de l'emploi et donc en conséquence toute l'urbanité, notamment dans les petites villes moyennes et partout. En fait, on voit ça partout, que ce soit à Paris centre, que ce soit en pleine brousse, on voit ça partout. Donc il y a une espèce de démantèlement du tissu économico-vital, Ouais. par ce système.
déterritorialise, Complètement. déspatialise les rapports. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ce n'est pas une tendance qui est à la baisse, hein, malheureusement. Il suffit d'arriver sur l'entrée nord d'Angers, on se rend compte que ça ne s'arrête pas. Maintenant, est-ce que c'est ce que les gens veulent vraiment? Je ne suis pas sûr. Et est-ce que justement les dérèglements ne vont pas de plus en plus rendre un peu abject ces modes de commerce, plateforme, importation de l'extérieur, on va dire? Potentiellement oui. Alors c'est peut-être un peu un espoir mon truc, mais... Mais du mieux disant, le prix, avec un truc fait par un gamin, je sais pas où, à l'autre bout du monde, ça fait que le produit qui arrive chez vous, transporté par un gars esclavagisé dans son camionnette, là, eh ben, il est encore moins cher que ce que vous avez acheté au centre. Ouais, bah après il y a des politiques fiscales sûrement à gérer là-dessus. On sait aussi que le transport maritime, il n'est pas forcément stable dans le temps, hein, dans le temps long. Et les containers, bon, ils en trouveront peut-être des plus stables, mais aujourd'hui, les containers, sur certaines situations climatiques, franchissent plus, quoi. Mais bon, est-ce que c'est ça qui va enclencher un changement là-dessus? Je suis pas certain, mais... Ouais, la seule chose quand même pour réagir là-dessus, hein, c'est que ça interroge aussi la manière dont on fait, c'est-à-dire qu'on renvoie beaucoup à l'État, il faut que l'État fasse, il faut que l'État fasse, l'ensemble des acteurs le font, ça. Il faut que l'État fasse, si l'État fait pas, on fera pas. Je pense que c'est la même chose quand même quand on interroge les collectivités. Mais quand même, une des questions principales aussi maintenant avec cette question autour du logement, etc., c'est la manière dont on parle des territoires. Et quand la logique suprême, c'est le marketing territorial, C'est ça. de base, on n'est plus dans le coup, c'est déjà plus. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut interroger et c'est ça aussi sur lesquels les collectivités doivent s'interroger. Et alors Angers, donc tous des signaux verts, etc., hein, mais si on centralise sur Angers, nous on a quand même à l'échelle des quartiers des vraies préoccupations autour de qui vit ici. Et qui vit ici actuellement, la tendance quand même qu'on voit et qu'on sent, c'est aussi, vit ici, oui, les logements sociaux, pour les plus précaires aussi, qu'on essaye de maintenir concrets, et parfois dans des conditions voilà, telles qu'elles sont. Il n'y a pas des grands programmes de rénovation partout. Ça reste des plateformes quand même pour les personnes pour s'implanter sur un territoire, etc. Et c'est aussi du coup du foncier qui augmente très très fort. Enfin, sur Angers, moi je trouve ça alarmant, cette augmentation des prix du foncier, etc. Et quand on dit les gens font le choix d'aller à l'extérieur pour avoir leur maison, leur espace de vie, etc. Enfin, pour certains vraiment, même dans des classes moyennes, chacun travaille, etc. On est dans les plafonds, logements sociaux, etc. C'est pas un choix en fait. C'est-à-dire que même un appartement n'est pas accessible actuellement à Angers, je pense que c'est primo accédant. Ça, je pense que c'est quand même une réalité qu'il faut avoir en tête. Oui, mais c'est mon propos. C'est mon propos, c'est de dire, à ce moment-là, c'est quoi l'alternative? Soit on dit, on bloque le prix du foncier artificiellement, soit on réfléchit sur une stratégie foncière long terme, moyen-long terme, en redirigeant peut-être des développements sur des zones qui sont moins tendues sur le plan foncier, qui ont des vrais potentiels. Et j'irais même à Angers, se pose des questions aujourd'hui de continuer à densifier d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, si on projette, ce qui fait la qualité d'Angers, si on continuait à ce rythme-là, dans la construction, la densification, on voit bien qu'on perdrait cette attirance que d'ailleurs Nantes est en passe de perdre, on va dire, quelque part. Cause trop de densité, trop de monde, etc. Les gens ne veulent plus ça. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des villes aujourd'hui qui sont peu regardées, sur lesquelles on peut recréer un climat social, un climat culturel, une qualité urbaine, au-delà de dire c'est cœur de ville, on remplit les logements vides, qu'on rénove et on met quelques commerces au rez-de-chaussée. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Si on fait que ça sur ces villes-là, elles ne vont pas redémarrer. Il faut aller beaucoup plus loin et décrire sur ces villes-là, qui ont un vrai potentiel d'accueil encore, la trajectoire de redynamisation ou d'activation des biens, des services, etc., de la culture, qui fait que les gens, finalement, au lieu de se dire « je me mets à 30 km d'Angers, je travaille à 1,5 km de la bourgade où je suis » parce qu'on a réactivé et en plus c'est un schéma qui m'est présenté sur du long terme, donc je peux même investir si je suis une entreprise, etc. C'est ça qui manque. Merci Laurent. Je pense que ça va être le propos de fin. Et puis je vous propose qu'on puisse continuer à échanger en même temps qu'on se restarte, juste de l'autre côté, dans l'autre salle. Merci beaucoup. Merci à vous. Laurent.